Bonjour Jean Messia. Bonjour Liselotte. On est ravis de vous avoir ce matin parce que Merci. pour commenter cette actualité, je pense que vous êtes parfait. On va commencer évidemment avec ces scènes qui se sont déroulées à l'Assemblée nationale. Des journalistes donc qui se font presser contre les murs, ils se prennent des coups de coude, de la pression, des gestes d'agressivité, de l'intimidation. Ce sont les journalistes de Frontières donc qui se sont rendus hier sur place puisqu'il y avait une manifestation anti-frontières à l'Assemblée nationale. Et donc, on a pu constater que ces élus de la France Insoumise et du Parti Socialiste se sont une fois de plus illustrés par leur comportement de racaille. Je pense que le mot est pertinent. Et puis, on sait que dans leur rang, il y a Raphaël Arnaud, qui est issu de la Jeune Garde. Donc, pas si étonnant que ça, finalement. Votre réaction là-dessus, Jean Messia? Écoutez, comme énormément de Français, j'ai été particulièrement choqué par les images que j'ai vues hier, qui plus est dans le sacro-saint de la République française, qu'est l'Assemblée nationale, qui devrait être un sanctuaire où toutes les libertés, à commencer par la liberté d'expression, soient protégées et préservées. Nous avons assisté à des scènes ahurissantes, des scènes qui rappellent le retour des heures les plus sombres, où l'on cherchait à faire taire les journalistes, y compris par la force physique. Alors moi, je m'étonne toujours, si vous voulez, de ces gens qui se drapent des oripeaux de la défense des libertés, de la défense de la République, de la défense d'un certain nombre d'idéaux et de valeurs tellement vastes qu'ils n'osent même pas dire desquels il s'agit, et qui se livrent à des gestes et à des agressions physiques pareilles vis-à-vis de journalistes. Imaginez un seul instant, Liselotte, que des députés du RN auraient juste vociféré contre des journalistes de Mediapart à l'Assemblée nationale. Imaginez le tollé que ça eût provoqué. On aurait chanté en boucle le chant des partisans et on aurait appelé au sursaut de la République face au retour de la bête immonde. Là, manifestement, quand il s'agit de journalistes qui n'ont pas la ligne éditoriale ou qui n'ont pas le bon discours, tout est permis. On peut les frapper, voire peut-être même les tuer, allez savoir. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où va s'arrêter ces atteintes permanentes à la liberté de la presse? Parce que nous vivons dans un pays, la France, où, je vous le rappelle quand même, la première chaîne de la TNT a été supprimée. Bon, un certain nombre de chroniqueurs ont été, et votre humble serviteur en fait partie, classés du jour au lendemain, personnalité politique et interdits d'antenne. Donc, moi, je ne comprends pas, si vous voulez, ces gens qui légifèrent à longueur de journée contre la Russie, contre la Chine, contre la Corée du Nord, et qui, en même temps, chez eux, ne voient pas progresser un espèce d'autoritarisme qui ne dit pas son nom, de dictature qui ne dit pas son nom, pour, in fine, museler la presse. Je rajoute quand même que ces députés LFI, ils ont été élus grâce à qui? Qui a permis à cette chienlit d'arriver à l'Assemblée nationale, sinon les macronistes? Les mêmes qui d'ailleurs ne s'expriment pas aujourd'hui ou alors s'expriment en expliquant que de toute façon le problème vient de Frontières. Je veux dire, là-dessus, ils sont cohérents. Bien sûr, mais de toute façon, quand il s'agit de la droite, le problème vient toujours de la droite. Vous voyez, le problème, si vous voulez, alors je ne voudrais pas faire des raccourcis par trop choquants, mais vous savez, aujourd'hui, il y a une excellente émission qui est passée sur une grande chaîne de télévision qui rappelle le procès Barbie. Klaus Barbie. J'avais, moi, 17 ans quand j'ai vu ce procès. C'était, je crois, le procès était diffusé. Aujourd'hui, les Klaus Barbie, ils portent la barbe et le camis. Ils ne portent pas l'étendard des SS à tête de mort, mais l'étendard noir du califat. Mais c'est exactement le même type de totalitarisme, si vous voulez. Et nous avons effectivement en France ce totalitarisme qui défigure la France et qui a ses collabos. Et donc tout ce qui est de droite ou de la droite nationale, ça grignote, parce qu'au départ, ce traitement était réservé à la droite nationale. Mais aujourd'hui, même les LR qui veulent rester dans une tendance un peu plus gaulienne sont mis dans le même lot. Les Éric Ciotti, les Wauquiez, etc. Tout ce qui est de droite est assimilé à une forme de résistance au nouveau totalitarisme et à ses collabos. Et aujourd'hui, la droite, que ce soit des médias, que ce soit des chaînes de télé, des journalistes, des partis politiques, sont traités aujourd'hui comme les résistants étaient traités hier. Le mot extrême droite aujourd'hui ne désigne rien d'autre que le fait d'être français et de vouloir que son pays reste ce qu'il est. Voilà ce que c'est l'extrême droite aujourd'hui dans la bouche des gauchistes.
Bon, bah, on est très nombreux à être d'extrême droite alors en France, Jean Messia. Bah, bien sûr, et surtout, enfin bref, il y a quand même des choses un peu incongrues, quoi. Quand je me fais traiter de nazi par un député contre lequel j'ai porté plainte de la France insoumise, ou de fasciste, ou de personnalité d'extrême droite, bon, ils ont inauguré une notion très amusante qui est la notion de migrant d'extrême droite. Ouais. Donc en fait, c'est un tel bordel dans leur tête que finalement tout se percute et ils en viennent à raconter n'importe quoi. Mais l'idée, quand même, c'est que ce sont des gens qui sont des ennemis de la France, des ennemis d'une France française. La seule et unique haine qui existe, c'est la haine de ces gens-là. Et cette haine-là, elle concerne la France et les Français. Toutes les autres haines, en fait, ne sont que des haines fantasmagoriques visant à anesthésier les Français sur la seule et unique haine qui est celle qui les frappe. Parce que qu'est-ce qui motive, si vous voulez, l'immigration massive, l'islamisation de notre pays? Ça n'est rien d'autre que la haine de la France telle qu'elle est. On ne veut pas que la France reste telle qu'elle est. Et donc, on va favoriser et exciter tous les irrédentismes alter-identitaires haineux qui permettent d'accélérer la dissolution de la France. Et les dernières barrières, les derniers anticorps identitaires qui se dressent face à cette entreprise de destruction d'un pays et de son identité, s'appelle l'extrême droite, c'est-à-dire les Français qui veulent rester français en France. Est-ce que vous avez lu et je laisse la parole à Maëlys ensuite, vous avez lu le communiqué de Yael Braun-Pivet après cet événement qui explique qu'elle veut retirer les accréditations de frontières pour se rendre à l'Assemblée nationale. Donc elle se couche devant les desiderata de la France insoumise. Mais vous savez, voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit à votre antenne, mais la répétition est à la base de la pédagogie. Il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'entre la France insoumise et les macronistes, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. Ça veut dire que l'extrême gauche, la France insoumise, veut le remplacement et l'islamisation tout de suite. Et ils sont prêts à tout pour cela, plus vite. On évacue la France française, mieux c'est pour eux. Les macronistes, figurez-vous, ont le même objectif. Ils haïssent eux aussi la France française. Et ce n'est pas l'attitude de Macron en France et à l'étranger qui va dire le contraire. Mais eux, ils veulent prendre leur temps. C'est-à-dire que là où les léfistes disent tout de suite, les macronistes disent attention, on va peut-être trop brusquer le corps national français, donc allons-y par une espèce de sédation identitaire profonde et continue qui doit amener à l'euthanasie. Mais in fine, dans leur objectif, ils sont unis. Jean Messia, vous avez parlé tout à l'heure d'une atteinte à la liberté de la presse. Bon, on est évidemment bien d'accord. Comment se fait-il qu'une telle agression quand même qui s'est passée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale n'a pas été relayée par les médias de grand chemin, comme on aime les appeler à notre antenne, à part CNews évidemment. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est quand même assez anormal pour vous que ce soit les médias alternatifs comme Radio Courtoisie par exemple qui parlent de cette agression alors que BFM TV pour le coup, France Télé ou TF1 n'en dit même pas un mot? C'est normal parce qu'encore une fois, quand il s'agit, si vous voulez, de personnes qui sont ennemies de la France ou pas françaises qui sont agressées, là évidemment c'est un grand tsunami médiatique pour dénoncer presque le retour du Troisième Reich. Je vous dis, imaginez qu'un journaliste de Libé se soit cassé un ongle parce qu'il a croisé le chemin d'un député RN sur les marches de l'Assemblée. Je peux vous dire que France Info, France Inter, France Télévisions auraient ouvert leur une sur un incident grave, une atteinte abjecte à la liberté de la presse, etc. Bon, lorsqu'il s'agit de défenseurs de la France qui ont une ligne des médias qui ont une ligne éditoriale qui garde une vision française des choses, là, c'est open bar. Mais vous savez, cette distinction, finalement, elle n'est pas propre aux journalistes. Quand vous avez un policier qui meurt dans l'exercice de ses fonctions, est-ce qu'on fait une minute de silence à l'Assemblée nationale? Jamais. Non, pas. Mais par contre, quand une racaille se casse un ongle dans la course-poursuite avec un policier, là, je peux vous dire que vous avez des manifs dans la rue, l'Assemblée nationale fait des minutes de silence, on crie au retour d'Adolf Hitler, etc. Donc bon, ça, je pense que maintenant, si vous voulez, les Français sont rompus à cette différence de traitement entre les ennemis de la France qui doivent être glorifiés
dans leur moindre petit sacrifice ou leur moindre petite blessure. En revanche, les défenseurs de la France, qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, etc., personne n'en a rien à foutre en fait. C'est des dégâts collatéraux. Les seules et uniques souffrances, les seules et uniques douleurs, si minimes soient-elles, que les Français sont obligés de pleurer, doivent être des souffrances et des douleurs non françaises. Quand il s'agit de douleurs et de souffrances françaises, ils appellent ça des souffrances d'extrême droite, ils le criminalisent, ils le pénalisent, et les Français deviennent ainsi l'un des seuls peuples au monde qui n'a pas le droit de pleurer ses propres malheurs. On avait été interdit de pleurer Lola. Les mêmes qui disaient qu'en affichant des portraits de Lola à l'Assemblée nationale, c'était de la récupération odieuse, on attisait la haine, on stigmatisait, ils ont brandi hier des portraits, la France insoumise, des portraits qui correspondent, si vous voulez, à leur vache sacrée. Voilà. Comment est-ce qu'on fait, Jean Messia, pour faire face justement à ce deux poids deux mesures qui est quasi total? Oui, excusez-moi, il s'agit des portraits des enfants palestiniens que les députés de la France insoumise, Aymeric Caron en tête, ont affiché à l'Assemblée nationale. Le même Aymeric Caron et le même Thomas Porte qui disait que justement lorsque quelqu'un affichait un portrait, le moindre portrait de Thomas ou de Lola ou de Philippine, c'était des SS. Là, c'était interdit. Voilà. Donc ça illustre parfaitement le propos. Quand il s'agit de douleurs étrangères, là, vous avez le droit de pleurer. Pas de problème. Quand il s'agit de vos douleurs à vous, vous êtes un nazi si vous les pleurez. Ouais. Et donc le deux poids deux mesures, il est très simple. C'est que, et on va peut-être en parler dans un instant, c'est que nous avons aujourd'hui un système antinational dirigeant la France depuis un demi-siècle qui est aux abois, qui se prend des coups de boutoir partout, qui a très mal vécu l'élection de Donald Trump, le grand retour des souverainetés, des frontières, de la protection des peuples. Il sait, ce système antinational dirigeant, que ces dernières heures ont sonné. Et donc, tel un animal blessé, si vous voulez, il va pratiquer une sorte de fuite en avant dans, comment dirais-je, dans ce deux poids deux mesures. Il va protéger les siens de manière ouvertement et de manière ouverte et éhontée. Et il va effectivement ne plus cacher qu'il a des ennemis et ne plus cacher ses attaques contre les ennemis. Donc ce système qui dirige la France n'est pas un système républicain, ce n'est pas un système français, c'est un système éminemment anti-républicain et surtout un système anti-français. Donc, chers auditeurs, si vous avez encore le moindre amour pour la France et si vous pensez pouvoir parler de la France avec votre cœur, dire votre amour de la France, cela sera ripolliné en haine de l'autre par le système antinational et vous verra taxé d'extrême droite, d'islamophobes, de xénophobes et que sais-je encore. Jean Messia, est-ce que selon vous, la droite pourra enfin un jour arriver à s'immiscer potentiellement dans ce système qui est profondément antinational? On voit bien avec le cas de Marine Le Pen qu'elle a quand même voulu s'y rapprocher de très près. Elle a fini par être évincée elle-même par le système qu'elle rêvait d'intégrer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que la droite arrivera vraiment à s'imposer dans ce système un jour? Mais vous savez, on ne combat pas un système en tentant de lui ressembler. C'est l'aporie principale que le RN n'a pas compris. On ne peut pas prétendre combattre un ennemi et en même temps chercher à lui plaire, à lui ressembler. Ça n'est pas possible. Parce que de deux choses l'une, soit on est un lâche et on refuse l'affrontement frontal, soit on est un traître. Voilà. Qui cherche à incorporer, à tromper les Français sur les objectifs. Donc ça, c'est la première chose. D'autant plus, si vous voulez, que nous avons quand même un réel qui donne chaque jour un peu plus raison au camp national. Donc il n'y a aucune raison de chercher la dédiabolisation, de chercher à adoucir son discours lorsque la réalité vous apporte tous les jours des exemples plus affreux et plus horribles les uns que les autres qui justement justifient votre discours radical. Le discours ne sera jamais aussi radical que la réalité. Et les mots ne peuvent jamais être aussi radicaux que la réalité qu'ils expriment. Et donc, aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin d'avoir un anesthésiant supplémentaire dans le discours du RN. Ils ont besoin, au contraire, d'un électrochoc pour les réveiller. Et l'électrochoc, ça doit être un discours ferme, un discours clair, un discours anti-système dirigeant
qui a tant fait de mal à la France. On ne peut pas se définir comme patriote ou comme nationaliste si on adopte une espèce de discours mièvre, une galimatia de propos pour plaire. Bon, alors vous me parlez effectivement, est-ce qu'on y arrivera un jour? Bon, déjà du côté médiatique, vous avez bien vu que le paysage médiatique aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, la première chaîne de la TNT, en tout cas la première chaîne d'information de la TNT, c'est CNews, qui distance de plus en plus BFM. Alors certes, ce n'est pas encore les grands médias nationaux comme TF1 ou France 2, mais vous savez, l'autre chance qui fait que le temps joue aussi pour nous, c'est que les grands prêtres, vous savez, journalistiques qui administraient le prêche tous les soirs à 20h, avec ces grands médias qui influencent une totalité des Français, sont en passe de disparaître. Je ne sais pas à vous que je vais expliquer que les moins de 25 ans, le poste de télévision, ils ne connaissent pas. La tablette qu'ils ont entre les mains, c'est pas la télé. C'est une tablette, une tablette, un téléphone. Ils regardent YouTube, ils regardent TikTok, ils regardent Twitter, enfin X, etc. Donc ils ne se renseignent plus, ils ne s'informent plus sur les grands médias nationaux. Donc il n'est pas exagéré de dire que dans les 15 ou 20 ans qui viennent, nous verrons la télé telle que des générations l'ont connue disparaître. Et donc ça provoque un électrochoc concurrentiel qui vient faire exploser le monopole médiatique, un monopole qui a déjà commencé à être grignoté par d'autres médias. Donc on peut aujourd'hui parler d'oligopole médiatique de gauche dont les positions sont contestées par des médias montants, CNews, Valeurs Actuelles, Paris Match, l'Hebdo, etc., le JDD, etc. Mais le bouleversement le plus majeur interviendra quand la télé disparaîtra véritablement et que la grand-messe du 20h, qui est vraiment au journalisme ce que Disneyland est au monde réel. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, quand vous avez 120 coups de couteau par jour en France, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont blessées, voire tuées, France Info TV va vous consacrer 8 minutes au bienfait du bifidus actif sur la flore intestinale. Donc, si vous voulez, à partir de là, et d'ailleurs, Delphine Ernotte, l'inénarrable présidente de France Télévisions, l'a dit, on ne traite pas de la France telle qu'elle est, mais telle que nous aimerions qu'elle soit. Donc, ces médias idéologiques sont en passe ça s'effrite, ils sont en passe de tomber. Regardons à long terme, il y a une contestation du paradigme identitaire et souverainiste montant qui devient de plus en plus crédible, de plus en plus massif. Il y a un système qui se défend comme il le peut, mais comme dans tous les changements de paradigme à travers l'histoire, le paradigme antinational actuel ne se relèvera pas. Il est en réalité en train de connaître ces dernières lueurs crépusculaires d'une idéologie finissante. Donc la question n'est pas si ce paradigme crèvera un jour, c'est juste quand. Donc je dis aux Français, patience, la France est de retour. Ouais, on finit de bons mots encourageants pour finir ce sujet seulement, Jean Messia, parce que l'autre thème sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est Elisabeth Borne qui nous explique que les gamins en maternelle vont pouvoir commencer à choisir, à penser à leur orientation professionnelle. Alors, ils peuvent déjà un peu penser à leur orientation sexuelle en même temps. Donc, oui. Quand on peut choisir son sexe, peut-être qu'on peut aussi avoir la maturité de choisir son métier. Alors, moi, si vous voulez, je suis très étonné parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. A priori, lorsque Elisabeth Borne dit il faut qu'ils commencent à choisir leur orientation professionnelle, bon, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu étonnant. Peut-être que parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne sait pas ce que c'est un enfant de maternelle véritablement. Un enfant de maternelle, si vous voulez, c'est un enfant, c'est un bébé. Bon, il ne sait même pas ce que c'est une orientation professionnelle. Il ne sait ni ce que c'est une orientation et il ne connaît pas le mot professionnel probablement. Donc déjà, pour lui expliquer, encore faut-il lui définir les mots. Donc pour lui définir les mots, il faut que l'école commence par apprendre le français à nos enfants, avant qu'ils puissent comprendre les grands concepts progressistes de l'inénarrable Elisabeth Borne. Donc à l'école, l'école est faite pour apprendre à lire et à compter déjà, surtout à partir de la maternelle. Ça évitera qu'on ait des retards de plusieurs dizaines de pourcents de gamins qui, arrivés en 6e, ne savent pas lire ou mal lire et pas compter ou mal compter. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si effectivement on restitue ce souhait
avec son souhait que les enfants, dès la maternelle, puissent choisir leur orientation sexuelle, alors là, je veux dire, les bras m'en tombent. Rassurez-vous, je vais les ramasser tout de suite, mais c'est quand même hallucinant. Comment est-ce qu'un gamin, un enfant de 3, 4, 5 ans, qui est doté, si vous voulez, d'un sexe de la nature, mais qui est psychologiquement encore asexué d'une certaine façon, ou ne se définissant pas sexuellement, comment est-ce qu'il peut définir de son orientation à cet âge-là? Mais le plus incroyable, ma chère Liselotte, pour répondre à votre question, c'est que la même Elisabeth Borne refuse mordicus de revenir sur l'excuse de minorité. Parce qu'elle estime, figurez-vous, qu'à 17 ans, celui qu'elle appelle toujours un enfant est incapable de savoir si trucider une personne âgée à coups de hachoir, c'est bien ou c'est mal. Donc c'est là où, si vous voulez, c'est là où, si vous voulez, moi ça m'interroge. Parce que si un enfant à 17 ans n'est pas mûr pour savoir que l'assassinat, c'est mal, alors comment peut-il être mûr à 4 ans pour savoir que s'il souffre d'une dysphorie de genre ou s'il veut devenir pompier et pas Spider-Man? Vous comprenez? Donc tout ça est aberrant. Alors justement, pourquoi? Parce que figurez-vous que l'excuse de minorité dans la bouche de Madame Borne, c'est une arme de plus pour protéger les pires ordures criminelles en les faisant passer pour des enfants, sachant qu'aujourd'hui, à 17 ans, un grand adolescent de 17 ans, il a aujourd'hui la force physique et parfois le moral d'un adulte d'il y a 40 ans. Bon. Donc tant qu'il s'agit de protéger tout ce qui est ennemi de la société, tout ce qui est ennemi de la France, là on va vous sortir les grands principes, toutes les grandes valeurs qui permettent de couver, si vous voulez, ces monstres, afin qu'ils continuent à bastonner et à éclater la société. En revanche, dès lors qu'il s'agit au contraire comment dirais-je, de faire du mal à la société de manière endogène, c'est-à-dire par le propre discours politique, ben là, on va commencer par détruire nos enfants, notre enfance, avec des principes prétendument progressistes, mais qui ne sont rien d'autre que la poursuite de la destruction de la société par d'autres moyens. Genre quand vous arrivez à 6-7 ans et que vous avez tellement subi de matraquage sur le genre que vous ne savez plus si vous êtes une fille ou un garçon, c'est de la destruction de la société par le bas. Vous comprenez? Donc, il faut, je pense, arrêter avec ça. C'est pour ça que j'avais dit, quand elle avait été nommée ministre de l'Éducation nationale, dans le dernier changement de gouvernement, c'est le pire désastre qu'il puisse arriver à la France, parce que cette Madame Borne, avec ses lubies progressistes criminelles, est en réalité la pire ennemie de nos enfants. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez-les vivre leur enfance tranquillement, apprendre petit à petit à se découvrir, à découvrir la vie tranquillement. Arrêtez d'imposer à nos enfants vos délires pervers d'adultes moisis et d'adultes 68ards. D'accord? Gardez vos perversions pour vous. On finit sur ces mots, effectivement, gardez vos perversions pour vous. Alors on doute que ces gens-là écoutent Radio Courtoisie, mais qui sait, peut-être que sur un malentendu, en zappant dans leur voiture, ils sont tombés sur notre antenne. Et dans ces cas-là, je pense que le message de Jean Messia a le mérite d'être clair. Merci Jean Messia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ce coup de gueule. Et puis, donc dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, Semaine Sainte, la matinale n'aura pas lieu, mais on vous retrouve donc dans 15 jours. Parfait. Merci. Bonne Semaine Sainte à tous. Merci.